Je remercie Astou Khan de cette invitation dans un cadre aussi somptueux, je dois dire, auquel je ne suis pas très habitué, mais qui, par ailleurs, est très agréable. Alors, mais je la remercie surtout pour nous donner l'occasion de débattre de questions qui sont d'une importance fondamentale. Et ce n'est pas seulement que l'occasion qui fait les larrons, mais c'est parce que aussi nous avions besoin, peut-être le moment était tout disposé à cela, c'est un jour d'élection présidentielle, donc un jour d'une grande importance pour notre pays, et c'est aussi parce que elle nous a, comment dire, poussé à ouvrir des horizons auxquels nous ne sommes pas nécessairement préparés. Quand je dis nous, je parle des vieux comme Abdouroudi et moi, puisqu'elle a voulu que ce soit un espace de rencontre pour la jeunesse, hein, jeunesse et développement. Et donc, c'est pour nous une sorte d'hommage. Hein, et ce ne sera pas du tout d'ailleurs une rencontre académique ou professorale, et c'est en cela que c'est intéressant, mais un espace d'échange sur des questions qui sont des questions d'une importance politique majeure, au sens fort du mot politique. Je dois dire que l'intervention d'Abdouroudi va me servir en beaucoup de choses, notamment sur la question de la construction de ce qu'on pourrait appeler l'espace identitaire mauritanien, puisque c'est cela en vérité qui est l'élément de l'axe central des discussions que moi je me propose d'introduire, hein, puisque ce qu'il m'a été demandé de présenter, c'est de dire est-ce qu'il est possible de renforcer l'unité nationale à partir de fondements qui seraient institutionnels. Ce à quoi d'ailleurs mon ami Diagne, qui est très avisé, a retorqué de manière quelque peu sceptique, est-ce que ce ne serait pas là une vision de type institutionnaliste ou fonctionnaliste? Ce serait plutôt de type institutionnaliste, mais bon, peu importe. On ne va pas faire de l'académisme. Alors, ça suppose qu'il y ait un problème de renforcement de l'unité nationale. Parce que se poser la question de comment renforcer l'unité nationale suppose qu'il y a des problèmes. Hein, il y a d'abord des problèmes de savoir est-ce que cette unité nationale est aujourd'hui assise sur un socle qui lui soit suffisamment solide, ou au contraire, est-ce que cette unité nationale est sur un socle qui mérite d'être renforcé au risque de la voir soit se fragiliser, voire même de s'effondrer. Tout le problème est là. Je dirais que l'expérience de chacun d'entre nous, et l'interrogation le montre, cette expérience de chacun d'entre nous prouve bien que nous avons un sacré problème dans notre pays. Ce sacré problème, c'est celui justement de l'unité nationale. Il est clair pour tout le monde aujourd'hui que l'unité nationale est soumise à rude épreuve. Pire, il semble même que cette épreuve aille en se renforçant, hein, d'année en année, et même en s'accélérant, hein, ces derniers temps, au point qu'aujourd'hui on peut considérer que la vie du pays est largement conditionnée par cette interrogation
concernant l'unité de notre pays. Il y a un problème existentiel, qui est celui de savoir est-ce que notre pays pourrait échapper au défi de son unité. C'est une interrogation tragique. Mais nous savons tous ici, sans aucune exception, que cette interrogation est devenue d'ordre politique, c'est-à-dire est entrée désormais dans l'espace du débat entre acteurs politiques. Et c'est le clin d'œil à cette élection. Nous savons qu'en très grande partie, aussi bien les boycottistes que les participationnistes ont été en partie conditionnés dans leur attitude par leur façon de voir sur cette question de l'unité. Par exemple, ne serait-ce que par le biais du fameux enrôlement. Parce que nous savons que l'enjeu de l'enrôlement est politique, en ce sens que certains n'ont pas été enrôlés et ne l'ont pas été pour des considérations qu'ils considèrent, pour l'immense majorité d'entre eux, d'ordre identitaire, d'ordre ethnique. Nous savons également que certains participent en excipant de ce qu'ils participent à cette élection justement pour être le porte-parole de ceux dont ils disent qu'ils sont exclus d'un point de vue identitaire. Donc vous voyez, le champ, l'espace politique est bien clôturé par cette question de l'unité nationale. Alors donc il y a un problème. Alors, je ne décrirai pas ces problèmes-là, je crois qu'on y reviendra largement, mais nous sommes des Mauritaniens et nous savons tous maintenant que ces problèmes-là sont désormais pointés, repointés jusqu'à satiété, que tout le monde maintenant en parle de manière tellement, avec une telle évidence, qu'on peut se passer de la description pour aller maintenant peut-être sur la réflexion de que faire pour y faire face. On sait où est-ce que nous en sommes avec ce problème-là. Nous savons les souffrances occasionnées pour les uns et pour les autres, les incompréhensions qui naissent sur ces thèmes et sur ces questions. Nous le savons. La négation de la question n'est plus aujourd'hui de mise. J'ai une phrase excellente de Ould Abdelaziz dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, qui date de mai 2010, où il dit ceci. Je cite presque intégralement. Je connais le problème des négro-africains. Je sais les souffrances dont ils ont été victimes. Je sais qu'ils ont des contestations, et c'est à bon droit. Mais je vais m'en occuper spécialement. Jeune Afrique. Alors, peu importe. S'il y a ici des azizistes, ils peuvent dire qu'ils s'attaquent à ça, ils y croient, etc. Si on n'est pas aziziste, on dira que, bon, on attend toujours. Ou alors qu'ils s'en occupent un peu trop spécialement. Comme on l'a vu avec les marcheurs de Bogué, par exemple. Bon. Mais peu importe. Le fait est que lui, chef d'État, qui a été aux avant-postes, parce qu'il était là à l'époque de Taya, il a tout vu. Il le protégeait. Il était la garde présidentielle. Il avait la main de la sécurité de Aziz. Donc il a vu, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Donc il sait de ce dont il parle. Quand il dit que oui, les négro-africains, il sait les problèmes qui ont été les leurs dans ce pays et qu'il faudrait s'en occuper, que lui il s'en occupe. Donc pour moi, cela peut peut-être résumer les descriptions que l'on peut faire des problèmes en question. Par contre, il y a un biais auquel on ne peut pas échapper, c'est le biais de l'interrogation identitaire elle-même. Et ici, force est de poser un problème de fond qui est, nous sommes divers. Cette diversité est reconnue. Elle est même sur-reconnue, puisque les réformes constitutionnelles dernières, y compris la toute dernière du petit dialogue qui a eu lieu, et qui a abouti donc sur cette réforme constitutionnelle, pointent explicitement la diversité culturelle désormais. Et avant cela, cette diversité était reconnue de manière un peu sibylline, mais réelle, à savoir qu'il y a 4 langues dans le pays, l'arabe, le wolof, le soninké et le
et le pulaar. Voilà. 4 langues. Donc, cette diversité a été reconnue. Mais le problème, et c'est en cela que la question des institutions se pose, c'est de quelle reconnaissance il s'agit. On a reconnu des langues. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que la reconnaissance des langues signifie réellement la reconnaissance de cette diversité culturelle? Posez-vous la question. Pourquoi? Parce qu'on peut reconnaître une langue même si elle est une langue étrangère. D'ailleurs, vous savez, pendant longtemps, on avait reconnu constitutionnellement que le français est une langue officielle du pays, de la Mauritanie. Ah, je vous signale que oui, qui a osé dire que non? Elle existe, ça a été reconnu depuis 1958, cher ami. Depuis 58. Non, mais il a le droit, laissez-moi continuer. Laissez-le continuer, vous aurez le temps de poser vos questions. Personne n'intervient actuellement. Continue. Non, on fait un débat organisé. Non, sinon c'est la pagaille. Est-ce que je peux organiser ma conférence, moi? Non, s'il te plaît, Gourmand, les gens auront le temps de poser des questions. Pour le moment, c'est toi qui parles. S'il te plaît, continue s'il te plaît, Gourmand. Sinon, on va rentrer dans le désordre et on marquera une désordre. Continue s'il te plaît, Gourmand. Tu auras le temps de répondre. Continue. S'il te plaît, Gourmand. Moi, je vais arrêter dans ce cas-là mon intervention si tu veux être trop directif. Laissez-moi continuer ma conférence. Voilà. Dans les 20 minutes. Voilà, c'est ça. Lui, ce qu'il a posé, je lui ai répondu. Il l'a posé de manière débonnaire, c'est pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, et je lui ai répondu dans ce cas-là. Ne prenez pas toujours tout au tragique. Il faut rigoler un peu. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Un peu de détente ne fait pas de mal. Donc, si tu me dis de continuer, je ne peux pas continuer. Bon, c'est ça le problème. Excuse-moi, Gourmand. On y va. Oui. Bien. Donc, là, j'en aurai même 2. Je te garantis. Donc, la reconnaissance de cette diversité linguistique n'aboutit pas, et c'est fondamental surtout pour les jeunes, n'aboutit pas à la reconnaissance de la diversité ethnique du pays. Ça, c'est fondamental. Il n'y a nulle part dans la constitution mauritanienne la reconnaissance qu'il existe 4 communautés. Ça n'existe pas. Il existe 4 langues. Il existe 4 langues, dont une est officielle, mais il n'y a rien sur l'existence de ces communautés. Pourquoi? Attention, c'est pas de la coquetterie intellectuelle de ma part. C'est parce que si on reconnaît l'existence des communautés, on doit reconnaître à ces communautés des droits en tant que tels. Il ne s'agit pas de reconnaître à des individus, mais il s'agit de reconnaître qu'il y a des valeurs culturelles appartenant à chacune de ces communautés par rapport auxquelles ces valeurs sont exigibles pour ceux qui les composent. Toute la problématique est là. Et si effectivement on ne va pas jusqu'à une telle reconnaissance, comment voulez-vous que l'on puisse trouver dans l'espace des institutions ce qui peut garantir une égalité entre les communautés? Ce n'est pas possible puisque ces communautés n'existent pas. C'est ce qu'on peut appeler l'invisibilisation constitutionnelle des communautés. Ces communautés sont invisibles dans la Constitution. Comme elles sont invisibles dans la Constitution, vous ne pouvez avoir aucune garantie pour ce qui concerne la protection ou la préservation de leurs intérêts en tant que communauté. C'est le manque fondamental dans notre pays en termes institutionnels. Et c'est ça qui explique qu'on est existant et non existant en même temps. Les communautés existent parce qu'on les subodore, puisqu'on parle de leur langue, mais elles n'existent pas en même temps, parce qu'aucune d'entre elles n'est suffisamment reconnue pour pouvoir revendiquer sa particularité dans l'espace du pays. Dire qu'il y a des cultures diverses ne veut pas dire grand-chose. Parce que qu'est-ce que ces cultures? Même il y a des cultures qui peuvent, par exemple le rap est bien un élément de culture pour les jeunes. On peut considérer qu'ils l'ont introduit dans l'espace culturel mauritanien. Et la diversité dont il peut s'agir peut intégrer cette donnée nouvelle. Mais est-ce que cela tient réellement de ce qu'on pourrait appeler cet espace de diversité culturelle interne ou intrinsèque à notre pays? Non. Et ça, c'est l'un des grands problèmes qui ne concerne pas que la Mauritanie, mais qui concerne beaucoup de pays qui ont hérité de la vision française, assimilationniste, que Abdoul Wadoud évoquait tout à l'heure, lorsqu'il parlait de l'individualisme républicain. C'est parce qu'en réalité, nous, dans notre pays, on a voulu régler le problème en le réglant à moitié. D'une part, en faisant référence aux langues,
pour lui donner d'ailleurs des conséquences ou des considérations qui n'ont absolument aucune réalité, parce qu'il y a 4 langues nationales, mais aucune de ces langues nationales, sauf une, ne peut avoir de réalité administrative et politique. Si vous dites que je suis Halpulaar, ça ne veut strictement rien dire dans vos rapports avec l'administration. Parce que vous ne pouvez de cela exiger rien du tout par rapport à votre administration. Je suis Wolof, et alors, c'est très bien, vous êtes Wolof, vous auriez pu être japonais, mais le fait d'être Wolof ne vous donne aucun droit particulier, par exemple, du point de vue de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison institutionnelle qui pousse précisément à ce que votre langue, étant donné que c'est la langue d'une communauté reconnue, va avoir une exigibilité aussi importante ou au moins égale aux autres. Et c'est tout le problème auquel on est confronté dans notre pays. Cette invisibilisation est devenue l'élément par lequel s'introduisent les différentes politiques nationales chauvines suivies par les États, par l'État mauritanien. Et cela résulte de quoi? Cela résulte du fait que cette situation-là, qui est celle de la composition de notre pays, est une affaire qui s'est réglée par le haut. C'est une affaire d'État. C'est une affaire même de gouvernement qui, au gré de ses intérêts particuliers, eh bien, se donne le droit de juger pour le peuple de ce qu'est le peuple mauritanien. Et Ould Abdelaziz pousse cela jusqu'au bout, parce qu'il pousse cela jusqu'à venir à déterminer désormais la mauritanité de chacun d'entre nous, qui est mauritanien et qui ne l'est pas, à travers justement cette formule de l'enrôlement. Donc nous n'avons pas d'identité particulière, parce que l'identité est désormais retenue par l'État, qui lui le distribue à qui il veut et dans les conditions où il veut. Donc la garantie première devrait d'abord consister à cette reconnaissance. Et de cela, il va résulter maintenant des conséquences pratiques. Est-il admissible, au nom de cette invisibilisation ou au nom de cet individualisme républicain, que par exemple on crée une situation dans laquelle une seule communauté peut voir un président de la République issu de ses rangs, un Premier ministre issu de ses rangs, un président de l'Assemblée nationale issu de ses rangs, un président du Sénat issu de ses rangs, un gouverneur de la Banque centrale issu de ses rangs, un président de la Cour suprême issu de ses rangs, bref, l'ensemble des éléments constitutifs de l'État issus des rangs d'une seule communauté. Est-ce que c'est possible? Ce n'est possible que dans l'hypothèse de cette invisibilisation ou de cet individualisme républicain. Parce qu'à ce moment-là, on vit de l'hypocrisie, on dit, de toute façon, il n'y a que des citoyens mauritaniens, puisqu'il n'y a que des citoyens mauritaniens, peu importe que tout le monde soit sonné, pourquoi pas? D'ailleurs, on peut avoir un président sérère, un premier ministre sérère, puisqu'on y est. Tous les membres de l'organisation de l'État appartenant à une seule communauté qui serait celle des Sérères. Et c'est ça qui pose le grand problème. Donc nous devons commencer, je termine là pour faire plaisir, et nous devons commencer donc par la reconnaissance explicite, non pas simplement du multiculturalisme, mais de la multi-ethnicité du pays, première chose, laquelle va fonder l'égalité complète entre toutes les communautés en question, qui seraient expressément nommées. Troisièmement, ou deuxièmement, donner des garanties institutionnelles qu'il ne peut y avoir d'hégémonie communautaire pour ce qui concerne le fonctionnement du pouvoir d'État. Que le pouvoir d'État doit être représentatif, et cette représentativité devrait être une représentativité fondée sur la démocratie, bien évidemment. Par exemple, on pourrait dire qu'il n'est pas normal, on le fait d'ailleurs pour la parité pour les femmes, pourquoi pas, il n'est pas normal qu'il y ait un accaparement de tous les postes par les hommes, au détriment des femmes. Il ne peut pas non plus y avoir un accaparement de tous les postes par une seule des communautés. C'est ce type de réflexion qui doit nous amener à rendre plus serein le débat communautaire, sans tomber dans le communautarisme, c'est-à-dire sans tomber dans la vision libanaise, qui aboutit en réalité à une sorte de fractionnement identitaire et qui va mener précisément à des guerres civiles larvées ou sans fin. Nous devrions réfléchir de manière plus intelligente, où les garanties institutionnelles ne remettent jamais en cause le principe majoritaire, c'est-à-dire ne remettent jamais en cause le principe de la démocratie. Les individus ne doivent jamais disparaître derrière les communautés, mais les communautés se renforcent et sont enrichies, dynamisées si vous préférez, justement par les droits individuels. Moi je sais que si je dois choisir, je choisirai celui que je veux, qu'il soit mort, qu'il soit, que sais-je encore, ou soninké, mais je le ferai en sachant
que je le ferai intelligemment, que je le ferai en sachant que nous sommes en Mauritanie, que nous ne sommes pas dans un autre pays, qu'on n'est pas au Sénégal, qu'on n'est pas au Maroc, qu'on est en Mauritanie, et que donc dans mes choix, je dois avoir aussi à l'esprit qu'il n'y a pas que les hommes, qu'il y a aussi les femmes, qu'il n'y a pas que les Maures, qu'il y a aussi les Halpulaar, qu'il n'y a pas que les Halpulaar, mais qu'il y a aussi les Maures, etc. Et c'est ce cadre institutionnel intelligent, je pense qu'il fait jusqu'ici défaut, sur lequel nous devrions réfléchir. J'espère ne pas t'avoir bousculé. Merci beaucoup.